Salut les amoureux de la toile, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler encore western. Et oui, on arrive dans la décennie des années 50. Alors vraiment, j'ai l'impression qu'un film sur deux qui sortait à Hollywood était un western. Vous imaginez le nombre de films qui sont sortis cette année-là? C'est parce que les années 50, c'est les années de référence des westerns. Il faut pas se voiler la face, c'est comme ça. Alors, vous comprendrez mon embarras pour trouver 10 films, 12 films exactement à vous proposer. Alors, l'avantage, c'est que j'en ai déjà au moins traité une bonne douzaine sur cette chaîne. Donc, vous allez voir défiler ici, vous allez voir défiler les vignettes de tous les films que j'ai traités sur cette chaîne. Et bien sûr, aujourd'hui, je ne vais pas vous les proposer. Il y en a tellement. Quand je me suis dit, je vais prendre un film par année pour cette décennie et pour les autres, en fait, j'aurais pu prendre 10 films par année. J'aurais eu de quoi faire 10 vidéos. Mais le but n'est pas là. Donc, vous voyez les images, les vignettes, les affiches qui défilent, vous voyez tous les films qui ont déjà été traités sur cette chaîne. Il n'y aura pas effectivement Le Train sifflera trois fois, Rio Bravo, pour moi le meilleur des meilleurs. Il n'y aura pas Winchester 73 non plus, et tant d'autres. Mais l'important, c'est que je vais vous en proposer encore grâce à Patrick Briand et son fameux livre L'Encyclopédie du Western, 12 films. Pour ceux qui viendraient sur cette chaîne pour la première fois ou pour ceux qui viendraient par hasard, je vous rappelle le concept de ce genre de vidéo. Vous regardez ces 12 films, vous notez dans un petit coin les films qui vous marquent le plus et à la fin, en commentaire, vous me lâchez vos top 3, les 3 films que vous pourriez sélectionner dans les 3 meilleurs. Voilà, des films sélectionnés, je dis bien, et ce sont des films américains. N'allez pas me chercher des films italiens ou autres. C'est pas de toute façon les bonnes décennies pour ça. Toujours est-il que vous me laissez en commentaire votre top 3. Ensuite, je récupère toutes les données, je regarde les films qui sortent le plus souvent, et ces 3 films se retrouvent dans un post pour un vote que vous avez la main aussi dessus, et en votant, vous désignez le plus grand film de la décennie dans le genre western dans les années 50. Et là, moi, je ferai la rétrospective de ce film. Voilà, tout est clair. Prenez peut-être un petit crayon, un petit papier pour noter les films. On reverra de toute façon à la fin toutes les affiches qui défileront. Sur ce, installez-vous bien. On commence tout de suite. Notre voyage commence en 1950 donc avec le film qui a tout changé, La Flèche brisée de Delmer Daves. Il est porté par un immense James Stewart qui joue Tom Jeffords, un éclaireur qui tente de faire la paix avec le chef Apache Cochise, interprété avec une noblesse incroyable par Jeff Chandler. Ce qui rend ce film si capital, c'est qu'il est vu comme le premier western ouvertement antiraciste de l'ère moderne. Pour la première fois, les Apaches ne sont pas de simples silhouettes menaçantes, mais un peuple avec une culture, une dignité et un vrai désir de paix. La petite histoire pour briller en société, le scénariste Albert Maltz faisait partie des 10 de Hollywood, la liste noire de la chasse aux sorcières du macartisme. Son nom a été viré du générique, mais son message humaniste, lui, il est bien resté. C'est un film qui est un vrai plaidoyer pour le dialogue, et si cette flèche ouvre la porte à la discussion, le film suivant nous ramène aux dures réalités de l'armée et de la famille. C'est Rio Grande. La même année, le maître John Ford termine sa fameuse trilogie sur la cavalerie avec Rio Grande. Donc, on y retrouve le couple mythique John Wayne Morinoara. John Wayne y est le colonel Kirby York, un type tiraillé entre son devoir contre les Apaches et l'arrivée au fort de son propre fils qu'il n'a pas vu depuis des lustres. Plus qu'un film d'action, c'est un chant poignant sur la loyauté, le sacrifice et la réconciliation difficile entre un père et un fils. L'anecdote croustillante, le studio Republic Pictures a plus ou moins forcé Ford à faire ce western, jugé commercial, pour pouvoir financer le projet de ses rêves, L'Homme tranquille. L'ironie, c'est que Rio Grande est devenu un classique
absolue, notamment grâce à ses chansons folk des Sons of the Pioneers, qui donnent au film une douce mélancolie. Après les soldats de Ford, place à un tout autre genre de courage, celui des convois de femmes exceptionnels. En 1951, William Wellman nous balance un western d'une audace folle pour l'époque. Convoi de femmes. L'histoire, inspirée de faits réels, est simple et percutante. Un groupe de femmes traverse l'Ouest sauvage pour rejoindre leur futur mari. Menées par un Robert Taylor plus dur que le rock, elles vont devoir apprendre à se battre pour survivre. C'est un film féministe avant l'heure, qui célèbre la force, la résilience et la solidarité des femmes dans un monde d'hommes. Le détail amusant, le réalisateur a insisté pour que les actrices fassent leur propre cascade, allant jusqu'à engager des culturistes pour rendre la rudesse des rôles plus crédibles. C'est un western donc musclé, au féminin. Et si ces femmes se battent pour un avenir, les héros du film suivant se battent juste pour ne pas mourir de faim. Avec Les Affameurs de 1952, on entre sur le territoire d'Anthony Mann et de sa collaboration mythique avec James Stewart. Le pitch est d'une simplicité brutale. Un ancien hors-la-loi devenu guide de convoi, donc James Stewart, doit mener des pionniers vers l'Oregon. Mais quand de l'or est découvert, la cupidité et la trahison menacent de faire voler l'expédition en éclats. La tension n'est pas dans les fusillades, elle est psychologique. C'est un film qui montre comment la civilisation s'effrite et expose la vraie nature des hommes. Une anecdote, le film est le deuxième des 5 westerns que Mann et Stewart ont tourné ensemble et qui ont durablement changé le genre en introduisant des héros plus ambigus, plus tourmentés, loin de l'image du gendre idéal de l'acteur par exemple. De la survie en pleine nature, on passe à un conflit à huis clos avec un siège en plein désert. En 1953, John Sturges nous enferme à Fort Bravo, un camp de prisonniers de l'Union en plein territoire Apache. William Holden y joue un capitaine inflexible qui doit mater les tentatives d'évasion. Tout se complique quand la belle Eleanor Parker débarque avec un plan secret pour libérer son fiancé sudiste. Le film bascule alors dans un western de siège haletant où les ennemis d'hier doivent s'allier pour survivre à une attaque massive des Indiens Mescarelos. C'est une sorte d'Alamo revisité, tendu et spectaculaire. Pour la petite histoire, le tournage dans la vallée de la mort a été une épreuve et William Holden s'est même blessé pendant une scène d'action, ce qui a ajouté au réalisme assez brutal du film. En 1954, le ton change du tout au tout avec Bronco Apache ou simplement Apache en VO. Robert Aldrich et Burt Lancaster nous livrent un film d'une énergie folle. C'est l'histoire de Massaï, un guerrier apache qui refuse de se rendre. Il s'évade du train qui le conduit à l'exil et devient un pur symbole de résistance. Le film est une critique féroce du traitement des Amérindiens, bien plus sombre et engagé que l'on voyait d'habitude. L'anecdote pour les vrais cinéphiles, Burt Lancaster, avec son passé d'acrobate, a réalisé la plupart de ses cascades lui-même, ce qui donne une authenticité et une rage incroyable à son personnage. Il est cette force rebelle qui refuse de s'éteindre. On passe de la révolte explosive d'un homme à une confrontation psychologique et flamboyante entre 2 femmes. Vous l'avez deviné, la même année, en 1954, sort un film qui ne ressemble à rien d'autre, Johnny Guitar de Nicolas Ray. Soyons honnêtes, c'est à peine un western, c'est un opéra en Technicolor. Joan Crawford y joue Vienna, une patronne de saloon indépendante et forte, qui doit affronter la haine de toute une ville, menée par sa rivale jalouse Emma Small. Les couleurs sont dingues, les émotions à fleur de peau, les dialogues sont de la pure poésie. C'est un western baroque, presque surréaliste, qui met une vendetta entre 2 femmes au centre de tout. L'anecdote de tournage est légendaire. Joan Crawford et sa co-star Mercedes McCambridge se détestaient dans la vraie vie et cette animosité a électrisé leur scène à un point inimaginable. Mais à cette époque, qui ne détestait pas Joan Crawford ? En 1955, King Vidor dirige Kirk Douglas, magnétique dans L'homme qui n'a pas d'étoile. Douglas est Dempsey Ray, un cow-boy nomade hanté par son passé et qui voue une haine féroce aux barbelés, le symbole de la fin de l'Ouest sauvage. Engagé par une propriétaire de ranch
ambitieuse, il se retrouve au milieu d'une guerre de territoire qui va le forcer à regarder ses propres démons en face. Le film est un portrait amer et nuancé de la solitude du héros de l'Ouest. L'anecdote, le tournage a été bouclé en un temps record et des tensions sont apparues entre le réalisateur et Kirk Douglas survolté, qui a mis toute son énergie dans ce rôle d'anti-héros torturé. Delmer Daves, un nom décidément qu'il faut retenir, est de retour en 1956 avec La Dernière Caravane, un western, disons, spirituel et assez intense. Richard Widmark, que j'aime de plus en plus, y joue Todd, un homme blanc élevé par les Comanches accusé de meurtre et fait prisonnier. Quand une attaque Apache décime la caravane, il devient le seul espoir de survie pour un groupe de jeunes pionniers. C'est une épopée sur la rédemption et l'entraide, magnifiée par des paysages grandioses de l'Arizona. Le film est une ode à l'esprit pionnier, mais aussi une réflexion sur la justice et le pardon. Le prologue, presque sans aucun dialogue, est un modèle de tension qui nous plonge direct dans la brutalité de cet univers. Si cette caravane avance vers l'espoir, le héros du film suivant sera la dernière collaboration de deux monstres sacrés du cinéma. Le survivant des monts lointains à 1957. Dans le film, James Stewart incarne un ancien agent de sécurité d'une compagnie ferroviaire, converti en musicien ambulant, qui se voit offrir une chance de se racheter en escortant secrètement la paix des cheminots. Le principal obstacle, le bras droit du chef des pilleurs de train, est son propre frère, joué par Audie Murphy. L'anecdote qui a tout fait basculer est révélatrice. Mann ne supportait pas l'idée que le personnage de Stewart joue de l'accordéon. Il jugeait ce détail ridicule et contraire à la noirceur de ses films précédents. A l'inverse, James Stewart, qui pratiquait cet instrument depuis l'enfance, adorait l'idée. Ce désaccord a provoqué le départ fracassant du réalisateur, brisant net leur amitié et leur partenariat. Bon, finalement, Le Survivant des Monts Lointains est un western plaisant, mais qui porte la cicatrice de cette absence. Il lui manque la vision et l'attention qui ont fait la légende de leur collaboration. On va rester aux côtés de Anthony Mann, qui réalise en 1958 l'un des westerns les plus noirs et les plus nihilistes, L'Homme de l'Ouest. Gary Cooper, à contre-emploi de son image de héros parfait, y joue Link Jones, un ancien bandit repenti que le destin force à rejoindre le gang ultra-violent de son oncle. C'est un film crépusculaire, presque une tragédie grecque. Le vernis de la civilisation craque pour laisser place à une violence brute, primale. La performance de Cooper, vieillissant et hanté, est bouleversante. Il incarne un homme qui doit tuer une partie de lui-même pour pouvoir survivre. L'audace du film pour l'époque est folle, notamment dans une scène d'humiliation d'une violence psychologique inouïe. Ce n'est pas pour rien que Jean-Luc Godard disait que c'était le plus grand film américain jamais réalisé. Rien que ça. Enfin, notre voyage se termine en apothéose avec une histoire de vengeance implacable. Le dernier train de Gun Hill. On finit décidément en beauté cette décennie. Un film de John Sturges, Kirk Douglas et Matt Morgan, un shérif dont la femme d'origine indienne a été violée et tuée. Il découvre que l'un des assassins n'est autre que le fils de son meilleur ami, Craig Belden, un baron du bétail joué par Anthony Quinn, qui fait la loi dans la ville de Gun Hill. Ce qui suit est un thriller western d'une efficacité redoutable. Seul contre tous, Morgan doit arrêter le coupable et le mettre dans le dernier train, quitte à affronter son vieil ami, prêt à tout pour protéger son fils. C'est une exploration brutale de l'amitié trahie, de la loi contre les liens du sang. Un final explosif pour une décennie qui a changé le cinéma à jamais. Voilà, vous avez vu, c'est pas facile de sélectionner 12 films dans cette décennie incroyable où le western était roi. Effectivement. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette sélection de 12 films, de La Flèche brisée jusqu'à Gun Hill. Des films un petit peu différents, mais toujours de grands réalisateurs, de grands acteurs pour porter les rôles. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer, vous le savez. Lâchez-moi dans vos commentaires votre top 3 parmi cette sélection de 12 films. Restez sur cette sélection, c'est mieux, parce que sinon je ne prendrai pas en compte les autres films que vous me donnerez. Ensuite, eh bien, comme je vous le disais précédemment, on fera un dernier vote pour élire le meilleur des meilleurs et j'aurai le plaisir de faire la rétrospective.
En attendant, si ce format vous a plu, si vous aimez cette chaîne, si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un bon like et puis peut-être à booster cette vidéo si elle vous a convenu. Merci d'avoir participé, vous êtes de plus en plus nombreux sur ce concept de meilleurs films et je vous en remercie. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres films intemporels, ces grands classiques hollywoodiens que j'affectionne. Sur ce, portez-vous bien, bonne toile. Ciao, ciao.